Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'interview du Swarm. Dans cette interview, on va tenter de voir par l'expérience cognitive, mais surtout le pourquoi du comment, certains entrepreneurs ont décidé de s'engager pour un monde un peu plus juste et surtout s'engager pour l'impact. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Pedro Gomez Lopez, excuse-moi. Donc Pedro, si tu veux bien te présenter. Bonjour, déjà, merci pour cette invitation. Donc, Pedro Gomez Lopez. Actuellement, je suis responsable des opérations, de l'innovation et de plein d'autres choses au sein de Swarm Initiative, une société que j'ai fondée avec Quentin Panisso, qui est donc le président de cette société, il y a bientôt un an. Son objectif est de concevoir et de mener des projets engagés qui visent à atteindre les objectifs du développement durable. Avant ça, j'ai plusieurs années comme consultant, autant en organisation, management, système d'information. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et en parallèle de faire aussi une thèse qui enrichit ma pratique professionnelle, vu que elle a pour objectif d'étudier la contribution de la technologie au développement durable, pour faire simple. Donc voilà tout. D'accord. Bon, c'est bien parce que la contribution de la technologie, ça va être un point sur lequel on va pouvoir revenir par la suite. Très bien. Je voudrais commencer sur une première question qui, moi, me Oui. semble importante. C'est est-ce que tu as des conflits d'intérêts, Pedro? Est-ce que ta parole peut être biaisée? J'espère pas. Explicitement non. Inconsciemment, je sais pas, mais j'essaie de lutter contre ça parce que on est dans un monde où on a des clients, on représente certaines institutions comme l'école où je fais mon doctorat, mais j'essaie d'être le plus indépendant et le plus libre possible dans mes choix, dans mes réflexions et dans mes propos. Je dirais non, mais bon. Après, est-ce qu'on est vraiment indépendant, on est vraiment libre? Ça, c'est une longue question philosophique. Alors celle-là, par contre, on n'y reviendra pas forcément ce soir. Bon, ce que je vais faire, on a voulu, nous, axer cette interview du Swarm sur deux sujets, qui sont les ODD, mais Mmh. aussi sur la cognition de nos interlocuteurs, ce qui leur a permis de prendre la décision de s'engager. Donc je vais commencer Mmh. d'abord par notre petit moment ODD. Je vais te Mmh. demander parmi tous les ODD qu'il y a présents ici, d'en choisir Mmh. un et de Oui, me dire pourquoi est-ce que tu le choisis. Pourquoi celui-là? d'accord. Bah, tous sont importants, ils essayent de synthétiser des vrais enjeux, principalement au niveau mondial. C'est pas vraiment territorialisé vu que c'est parti de l'ONU. Mais en tout cas, je pense que autant à un niveau, local qu'à un niveau global, le l'ODD 12, est très important. Je me focalise sur celui-là parce que c'est aussi, un ODD qui est vraiment important pour, plusieurs projets qu'on mène. Et donc cet ODD 12, correspond à la consommation et production responsable, qui, si on le traduit, revient, en quelque sorte, à de la sobriété. La sobriété, que ce soit au niveau de la consommation que de la production. Donc consommer moins de ressources, consommer mieux les ressources, qu'on consomme, produire, en consommant moins de ressources, produire mieux aussi, grâce à l'efficience, de la production. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille et je pense que c'est des vrais sujets pour l'avenir, parce que je suis pas du tout dans une logique de réduire la population mondiale pour, faire face, aux différents enjeux qu'on a aujourd'hui. Si on veut rester tous sur terre et continuer à évoluer, durablement, il faut absolument que ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on le fasse beaucoup mieux. Qu'on consomme, qu'on produise, qu'on vive, mieux. Après le mieux, il faut le définir, mais c'est de façon plus sobre, beaucoup moins de déchets, produire beaucoup moins de déchets, et essayer de respecter beaucoup plus, la planète dans ce qu'on fait, quoi. Économie circulaire, toutes ces choses-là. Alors là, pour le coup, ça m'amène à une question assez rapidement. Oui, Dans un monde qui est fini, oui. où on sait très bien que notre façon de consommer aujourd'hui
et du coup un petit peu notre prisme de lecture du monde qui est relativement biaisé nous amène à considérer une réduction qui est tout de même, on va dire, pas assez importante, enfin, même en termes de sobriété. Comment on Mmh. fait pour créer une consommation responsable, sachant que on n'aura pas forcément assez de matières premières pour répondre à tous les enjeux? Bah, consommer responsable, ça ne veut pas dire consommer la même chose, hein. Si on n'a pas assez de matières premières et ça on le sait, on est dans un monde, fini donc avec ce monde fini, il va falloir qu'on réduise, fortement notre consommation. Ça peut être, ce sera certainement forcé sur certains points. Aujourd'hui, si on consomme moins d'énergie à la maison pour nous chauffer, bah, c'est que la facture, monte quand on décide, de consommer plus de gaz, par exemple. Donc, là, ça va être du contraint, mais j'espère qu'on sera capable en tant que société, je parle de la société française, européenne, parce que c'est là où on vit, mais je peux moins parler pour les sociétés qui nous sont plus lointaines. Mais j'espère qu'en termes de société, on sera capable, de faire évoluer les comportements, les mentalités, pour introduire de nouveaux paramètres de décision qui vont permettre de faire des choix plus éclairés, en termes de consommation. Déjà, qu'est-ce qu'on consomme? D'où ça vient? Quelle quantité on consomme? Je pense que ça, c'est des vrais sujets, qui sont déjà sur la table aujourd'hui, clairement, avec les crises qu'on a, mais qu'il faut introduire à l'école, il faut introduire dans le débat public, il faut introduire à la télé, il faut que ce soit partout. Que les gens prennent vraiment conscience de ce qu'ils achètent et de ce qu'ils consomment. Mais après, le sujet ne va pas être, résolu seulement par la consommation. Il y a beaucoup de politique là-dedans, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises à des niveaux plus élevés, que le niveau micro de la simple consommation individuelle. Pour le coup, j'aurais forcément, enfin, je pense que je vais revenir un petit peu plus tard sur cette idée de Ah oui, consommation n'hésite pas, hein. responsable. Je pense que c'est quand même bancal, hein. Il faudrait revenir, Tout à rentrer fait, et puis c'est sur surtout que certains je vais sujets, te challenger un petit peu plus, notamment sur les oui, jolies publicités qu'on peut avoir sur les SUV, et voir OK, enfin, à quel moment est-ce qu'on va dans le mur, et justement, comment est-ce qu'on fait pour éviter le mur. Mais pour l'instant, j'ai une d'accord. autre question à te poser, c'est, Oui. on a fait notre petite enquête avant l'interview, et j'ai cru Mmh. comprendre que avant de te lancer, enfin de comprendre un petit peu, de te lancer sur de l'impact sociétal, Mmh. tu avais pu travailler notamment pour des en tant que vendeur sur de la chaussure ou dans des librairies, enfin sur, on va dire, ce qui correspond un petit peu plus à une société sans vraie volonté de changer les choses. Qu'est-ce qui a fait que que ton opinion a changé? Quel a été le constat que tu as fait du monde qui t'a fait te dire, ok, là enfin, je peux pas continuer à faire ce que je fais dans ma petite vie. Il faut que je bouge et faut que je fasse quelque chose qui ait du sens. D'accord. Alors déjà, je te remercie, pour ce moment de nostalgie parce que ça fait une quinzaine d'années. Mais très bien, en tout cas, bah, à ce moment-là, c'était, de la sobriété contrainte, hein. C'est-à-dire que j'avais pas fait plus d'études que ça, donc il fallait bien que je mange et ce genre de job, c'était, soit du familial, soit des choses que j'ai faites, principalement comme, job, alimentaire en parallèle d'un rêve musicien que j'avais à ce moment-là. Donc là, ça me ramène à mes 21, 22, 23 ans. Bon, entre-temps, j'ai fait un peu de chemin. Mais qui m'a mené de ce moment-là à aujourd'hui, bon, déjà 15 ans ont mûri. Je pense que par moi-même et déjà depuis tout petit, j'ai un certain Hem, j'ai des principes ou une certaine, moralité qui tourne autour du juste, de la justice, de l'équité. Ça, je l'ai depuis longtemps, mais bon, le temps que ça se matérialise et que ça se mette au service de quelque chose, ça c'est long. Donc, aujourd'hui, je pense que ces graines, déjà là, quand j'étais petit, elles apparaissent, mais après il y a toute une construction, avec, une éducation, des rencontres, des études, plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, on se dit: «Bon, bah, on a la capacité de faire quelque chose, on a des compétences, on les a développées,
Je pense que je me suis construit quand même un petit, je dirais pas matelas de sécurité, mais financier, mais plutôt personnel en tant qu'individu. Je me sens à faire face aux crises, c'est-à-dire que si ça marche pas ici, ça marchera dans autre chose. Donc j'ai acquis cette confiance-là qui me permet de me dire bon, je sors de ma bulle, je sors de la zone de confort, je sors d'une vie où je peux avoir des très bons salaires et, euh, et dire que j'ai réussi. Bon, qu'est-ce que ça veut je passe à autre chose. Mais bon, je pense que c'est une confiance en soi qu'on crée au fur et à mesure, qui se dit on va tenter des choses, on va faire différemment, parce qu'on sait que si ça se passe pas bien, on sait encaisser, on sait pivoter. Donc voilà, c'est ça qui me permet aujourd'hui de me lancer dans des choses engagées, ou dans un domaine engagé, parce que j'ai confiance pour me dire si ça marche, c'est bien. Si ça marche, je me retournerai, je ferai autre chose, je reviendrai après, parce que c'est un gros risque de suivre ses valeurs et d'être engagé. Donc, et quand on a une famille, quand on a des choses à payer, c'est pas évident. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui le fait pas, parce que c'est bien de penser à tout le monde, mais si pour nous-mêmes ça se passe pas bien, ben, on pourra aider personne. Donc, il y a cet équilibre à trouver entre je peux vivre et en même temps je peux aider les autres. Voilà, donc ça, je pense OK. que je l'ai trouvé et c'est pour ça que maintenant, bah, je peux vivre et je peux aider les autres et ça se passe OK. très bien. Bon, bah, tant mieux. Et qu'est-ce qui te permet, enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire, «Ma vision de la justice, c'est une vision, de développement durable, c'est une vision d'enjeux sociétaux»? Alors, je pense que mes premiers soucis ou mes premiers engagements, ils étaient plutôt tournés vers le social, vers l'équité, il y a par exemple, les concepts de méritocratie. Il faudrait qu'on parte tous, du même niveau pour que chacun puisse se développer, en ayant les mêmes armes. Il faudrait qu'on donne les mêmes moyens, à tout le monde pour avancer. Ça, je l'ai acquis avec mes cours d'économie et ça m'a fait poser pas mal de questions. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai compris que, bah, le social, l'environnemental, tout ça, c'est lié et qu'en fait, si on veut, attaquer les problèmes, il faut les attaquer, de façon, équilibrée. C'est-à-dire en regardant la partie économique, sociale, environnementale. Il y a plein d'autres choses. Il y a la politique, il y a d'autres domaines, où on peut regarder, mais c'est vrai que le développement durable ou l'idée de développement durable, de prendre soin des générations présentes, et futures, ça englobe tellement de choses différentes et c'est un concept, je pense, assez puissant, pour permettre de se dire: «Qu'est-ce que je vais faire?» quoi. Est-ce que je vais juste aller vers le social, vers l'environnemental? Bah, je me suis dit: «Il faut aller vers le développement durable et suivre cette idée». Après, il faut l'opérationnaliser et c'est vrai que les ODD, ça permet d'opérationnaliser, les projets qui nous apparaissent, les opportunités qui nous apparaissent, elles sont pas seulement choisies de façon rationnelle. Il y a aussi un côté, affectif, il y a des intuitions qui nous font rentrer dans les projets. Mais en tout cas, les projets qu'on attaque, c'est généralement des choses qui s'engagent dans le développement durable et et qui nous parlent aussi, qui parlent à nos sentiments, à nos affects. Et du coup, c'est les affects, c'est, du coup, les valeurs de justice, Bah, principalement, oui, oui, mais justice, c'est se dire que j'aimerais bien quand même, avoir une planète si on sort maintenant de du côté social, on regarde, le côté, environnemental, je me dis que j'aimerais bien avoir une planète où il fait bon vivre, tu vois? Parce que j'imagine que sincèrement, si on continue dans cette voie et heu et on arrive à un réchauffement à 4 ou 5 degrés, comme ça peut arriver. Je pense pas que l'humanité va disparaître, sauf qu'elle va vivre de façon complètement différente et ce sera pas agréable de vivre sur terre. Même si l'homme est capable de s'adapter à tout et n'importe quoi, ça va pas être agréable et je trouve qu'on a quand même une certaine qualité de vie, on a des beaux paysages, j'aime beaucoup la nature et ce serait dommage de perdre toutes ces choses-là, de voir mourir les animaux, les arbres, et qu'à la fin, il reste que l'homme, et qui fait, je sais pas, des choses synthétiques, qui lui permettent de manger et cetera. OK, mais est-ce que c'est agréable de vivre dans ce monde-là? Je pense pas. Donc je préfère garder un monde, agréable et pour nous, pour les enfants, qu'on aura, pour ceux qu'ils auront et ainsi de suite. qu'est-ce qui a su
te persuader? Qu'est-ce qui a su être le déclencheur de ta mise en mouvement? Alors le déclencheur, honnêtement, dans ma trajectoire actuelle, ça a été les discussions avec Quentin, ça c'est clair. Parce que je l'aurais pas fait à ce moment-là, j'aurais peut-être fait 6 mois après, j'aurais pu le faire 6 mois avant, mais si on parle de façon vraiment empirique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à discuter, sur un projet qu'il avait. On a commencé à aller plus loin dans les discussions. J'ai commencé à me projeter et je me suis dit: «Bon, bah, c'est le bon moment». Donc Donc ça, c'est quand une oppor c'est je un te peu je te une coupe opportunité. juste, Oui, c'est Quentin Panisseau du coup, exactement, cofondateur, de The Swarm Initiative. exactement. C'est une sorte d'opportunité qui rencontre, la préparation, quoi. C'est comme, comme généralement les grandes découvertes ou les découvertes ou quelque chose qui qu'on appelle la chance, voilà, c'est ça, c'est des discussions qui mènent à se dire: «Bon, bah, c'est pas une mauvaise idée». Grosse folie, je sais, pour moi, c'était fou, hein. Je disais: «Bon, bah, il y a plus de risques que de potentiel, mais on y va, ça va bien se passer, on va voir ce que ça donne et si ça marche pas, je sais faire plein de choses». Donc ce que je disais tout à l'heure mais pourtant, ça marche, ça avance très bien et voilà, quoi. Mais c'est une grosse prise de risque, hein. Parce que c'est pas comme sortir d'une boîte où on fait une chose et aller dans une boîte faire la même chose en gagnant, 20 de plus. C'est pas du tout ça le risque. C'est vraiment le risque de ça marche pas parce qu'il y a pas un marché, parce que les gens sont pas intéressés par ça, parce que c'est encore trop tôt et c'est toujours trop tôt quand on le fait pas. Donc mais en tout cas, oui, les discussions et le collectif. Donc on à 2, on fait ça mieux que tout seul. D'accord, et donc le fait, potentiellement d'avoir vu, un certain emballement, enfin, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un enchaînement de facteurs entre la prise en de conscience globale de la société, le fait qu'en effet le sujet monte de plus en plus, dans les Ah différentes oui, oui, voies, que ce oui, soit si, si. médiatiques et tout ça, Mmh et mh. en plus de Ah ça si. d'avoir eu en effet cette occasion, c'est Mmh ça qui aurait mh. fait, du coup ton Bah, là, trouver toutes ces causalités, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un ensemble de facteurs et c'est trop complexe pour chercher des causalités directes, c'est pas ça, ça s'explique pas. Par contre, oui, le fait que, on se soucie de plus en plus de ces sujets-là, ça rend ces sujets visibles. Donc indirectement, ça sensibilise encore plus. Et imagine que le problème est là, mais que personne n'en parle, il y a pas de scientifique qui en parle, le GIEC n'existe pas, il y a pas d'études là-dessus. Le problème est là, mais il n'existe pas parce que tu le vois pas le problème, tu vois? Tu sais qu'il y a des canicules en plus, mais on va dire: «Oui, oui, mais il y a 10 ans, c'était pareil». Tu dis: «Oh bon, OK, ni vu ni connu, c'est passé». Mais le fait qu'il y ait de plus en plus d'études là-dessus et qu'il y ait plus en plus de personnes qui en parlent et d'ailleurs, il y a aussi des entrepreneurs, qui sont dessus, on n'est pas tout seul, hein. Il y a un entrepreneuriat, social, il y a eu la loi d'ESS, de Damon, en 2014. Ça, par exemple, quand on l'a étudié à l'université au moment où elle est sortie, ça m'avait tout de suite parlé. Je me suis dit: «Ah, là, il y a un vrai truc» et d'ailleurs, j'avais eu un prof qui avait participé, à sa rédaction. C'est, toutes ces petites choses, ces sensibilisations, qui apparaissent au fur et à mesure qui, au bout d'un moment, bah, quand il y a une étincelle, bah, ça prend, ça met le feu aux poudres et voilà quoi et c'est parti. et donc l'étincelle du coup ça a été, les discussions avec Quentin. Ouais, oui, exactement. Alors maintenant, je vais te demander un moment un petit peu nostalgique encore une fois. Raconte-nous comment tu es arrivé à créer, à la forme d'action en fait, à créer The Swarm Initiative. Raconte-nous comment Mmh. ça s'est fait, du début des discussions avec Quentin jusqu'au moment où vous avez déposé votre cabis, quoi. D'accord. Alors, du coup, avec Quentin, on s'est rencontrés chez, AI for Tomorrow. Donc là, c'était un premier er engagement, vraiment effectif, au sein d'une association avec des responsabilités. Par exemple, chez, Wavestone où j'étais, à ce moment-là, je travaillais déjà sur des sujets, assez proches, mais dans le domaine de la finance. J'ai vu, une annonce pour venir, soutenir, opérationnellement, AI for Tomorrow et j'ai parlé avec Lucas à l'époque, qui est un des collègues dans l'association. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, j'ai rencontré, les fondateurs, dont, Quentin et j'ai décidé d'y contribuer
et c'est là que j'ai connu Quentin. Mais au départ, bon, on se parlait pas plus que ça, hein. Mais à un moment, en fait, j'avais un projet de thèse qui était censé se faire avec la Redoute, et la personne avec qui j'allais le faire, est parti. Donc il a une très bonne, proposition pour aller travailler dans un autre groupe. Donc le projet faisait plus sens et je l'ai annoncé, aux collègues d'AI for Tomorrow, et là Quentin, il m'a dit: «Bah, tu sais, je suis en train de monter un consortium, avec Vinci, et ça pourrait peut-être être intéressant que tu fasses ta thèse aussi, avec nous». J'ai dit: «Bon, bah, on peut en discuter», et de fil en aiguille, on a commencé à parler du projet de thèse, après du projet, entrepreneurial, après, de s'associer, et on se voyait pratiquement une fois par semaine. On a essayé de clarifier au fur et à mesure qu'est-ce qu'on voulait faire, quel était le problème qu'on essayait d'adresser, comment est-ce qu'on allait se positionner sur le marché. Au début, c'était vraiment très flou parce que ce qu'on fait, est assez nouveau, et je ne sais pas vraiment s'il y a des concurrents qui font ce qu'on fait. Et donc c'était assez difficile de définir un produit qui n'existe pas, donc un produit ou un service. Mais on se voyait assez souvent, et au fur et à mesure, ben, on s'est dit: «Bon, allez, on va faire ça ensemble». On a fait plein de slides. Quentin avait déjà des slides d'ailleurs, au départ, avec, quelques réflexions. On a continué à écrire. Moi, je prenais ces slides, et dans mon coin, je faisais une critique de ce qu'il me racontait, de façon à essayer d'opérationnaliser tout ça, à voir vraiment comment est-ce qu'on peut faire une entreprise à partir de toutes ces idées, et bah, de fil en aiguille, c'est apparu. Ah oui, il y a une chose aussi que j'ai pas mentionnée, c'est que Quentin avait et a ce projet Renovate qu'il a constitué chez Léonard, et ça nous a apporté déjà une petite sécurité, financière pour la première année, et ça a contribué à dans mes calculs, bon, calcul pas fait sur le papier, mais calcul mentaux d'une certaine façon, à réduire le risque. En me disant: «On a, un client qui nous apporte X, chiffre d'affaires dès la première année, donc ça va permettre de réduire le risque et de nous mettre moins de pression en termes commerciaux». Sauf qu'en fait, là, on est sur le point d'être payé pour la première prestation, donc un an après. Donc ça, ça a permis de réduire le risque potentiel, mais en fait, le risque réel, ça n'a pas diminué parce qu'on a toujours pas été payé depuis un an. Mais voilà. Mais en tout cas, on a réussi à trouver du business en parallèle. Quentin a fait des gros efforts en termes financiers. Moi aussi, j'ai perdu pas mal de salaire, 2 mois de salaire. Mais en tout cas, on est là, on a tenu bon, et plus que, je pense, le processus d'arriver à la création d'entreprise, je pense que c'est le processus, des premiers mois, où, ça se passe pas bien, qu'il faut comprendre, et où il faut qu'il y ait une vraie solidarité, et que les gens croient les uns, ou en tout cas les associés, se fassent confiance entre eux, pour qu'ils se disent vraiment: «Ouais, bon, bah, on va pas dans le mur, et que ça va bien se passer. On va faire en sorte de redresser la barre», et je pense que c'est ça, qui est vraiment clé. Parce que la création de la société en soi, c'est pas quelque chose de phénoménal. C'est vrai que c'était, la petite étincelle, mais en soi, c'est classique, quoi. Mais par contre, les premiers mois, ça, c'est important. Il faut surtout pas lâcher l'affaire, et si ça se passe pas bien, il faut y croire, et trouver des solutions sans paniquer. Il y a plusieurs façons de d'entreprendre, enfin, il y a plusieurs façons de s'engager, de se lancer dans l'impact, l'association, l'entreprise, même le parti politique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, du coup, à deux, l'entreprise? Alors, l'association, c'est un milieu que je connais pas très bien, et pas très bien dans la direction. Je me vois bien comme bénévole, mais je ne sais pas ce que ça veut dire gérer une association. Ça, je peux pas parler. Quentin a une expérience là-dessus, moi je connais pas, et ça me tente pas, ça me dit rien. Sur le domaine de l'intuition, il y a rien qui m'attire vers l'association. La politique, je me dis qu'aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, heu, les degrés de liberté, ils sont pas suffisants pour avoir une vraie action, politique. Peut-être au niveau local,
mais vraiment à petite échelle et avec souvent des budgets très restreints. Mais je me dis que j'ai plus de degré de liberté pour agir en tant qu'entrepreneur qu'en tant que comme politique ou que responsable associatif. Et après, ça, c'est juste ma perception personnelle parce que comme j'ai jamais fait de politique et j'ai jamais dirigé une association, j'ai eu des responsabilités avec EF Automolo, j'ai fait un petit peu de bénévolat, je fais des dons, etc. Mais c'est pas du tout significatif pour, euh, pour imaginer ce que c'est diriger une association et dire quel est l'impact qu'on peut avoir dedans. Et pourquoi en France? Bah, parce que j'y suis, j'aime beaucoup vivre ici. Donc, et je pense que je m'identifie beaucoup plus avec la culture française que portugaise, par exemple. J'ai passé la moitié de ma vie ici, la moitié de là-bas, mais je me vois beaucoup plus faire des choses ici, avoir de l'impact ici que là-bas. Ok, et il n'y a pas un pays où tu aurais pu te dire ah, peut-être que en passant par là, enfin, la France, ça a l'air d'être un peu bouché, peut-être qu'en passant par cet endroit-là, j'aurais peut-être plus d'impact. Non, je trouve pas que la France soit bouchée, hein. Je trouve qu'on est dans un très beau pays avec plein d'opportunités pour faire plein de choses, hein. Après, sincèrement, je m'identifie en termes de société et de ce qu'est être une société, je m'identifie beaucoup plus avec les pays du Nord. Sauf que dans le Nord, bah, il n'y a pas de soleil, on peut pas aller à la plage, tout ça, quoi. Donc, j'essaie de trouver un équilibre et la France, c'est entre les deux. C'est entre le Portugal où on a une bonne qualité de vie parce qu'il fait beau, parce que j'habitais en face de la mer, etc. Et le Nord, où il y a du civisme, il y a certaines règles, il y a un certain code de conduite, il y a moins de corruption, toutes ces choses-là. Donc la France est un entre-deux. Il y a tout ça, il y a de la corruption, il y a des mauvaises choses, mais crois-moi que bien moins que dans le Sud. Mais c'est des choses, tu vois, qui moi me tiennent à cœur aussi. Vivre dans une société où il n'y a pas de règles et c'est toujours le plus fort qui gagne ou le plus malin et souvent en écrasant les autres, tu vois, ça c'est pas le genre de société qui me plaît. Ok, bon, je vais passer à un tout autre sujet et puis je reviendrai un petit peu par la suite. L'idée étant de te vider un petit peu la tête pour reprendre sur après sur des bonnes bases. Es-tu capable de me donner ta définition de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, bah, alors ça peut être lié, à l'endroit où on le fait, donc dans l'entreprise, mais entreprendre, avoir des idées et décider de les mettre en place et de les transformer en action et en actions qui ont un effet sur le monde. Donc là, pour le coup, on parlait tout à l'heure d'associations, de politique, etc. L'action d'entreprendre, je pense pas qu'il soit lié forcément au format de l'organisation dans lequel se passe l'action. Mais par contre, typiquement, c'est quand même fait dans l'entreprise. C'est là où on a les moyens pour le faire. Les moyens, c'est quoi? C'est les ressources, c'est tout ce qui va nous permettre de passer de l'idée à l'action. Généralement, il faut des sous, il faut des personnes, il faut des compétences, il faut du matériel, il faut plein de choses. Donc voilà, c'est avoir une idée, rassembler les bonnes ressources, transformer cette idée en action et faire en sorte que cette action bah, ait un impact sur le monde. L'impact, ça ne veut pas dire positif, hein, ça peut être négatif, hein. Les gens de chez Total, ils entreprennent, mais ils ont des idées, ils les transforment ces idées en actions et ces actions ont un impact sur le monde, mais ça ne veut pas dire que ce soit positif, même Après, si on sans a les besoin de pétrole encore aujourd'hui, hein. voilà, sans ce que j'allais dire, enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, mais sans les gens de chez Total, aujourd'hui, on n'a pas le pétrole qui nous permet de faire Ah, les mais casques qu'on évidemment, a aux oreilles. évidemment. Ah non, non, on n'est pas chez les bisounours, hein. On ne sait pas en faisant comme ça, en claquant des doigts, que le pétrole va disparaître, hein. Par contre, il y a une trajectoire qui permettrait de le faire. Et cette trajectoire doit être mise en place. Et pas seulement par Total, hein. C'est, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de la responsabilité individuelle. Ici, c'est la responsabilité des entreprises, mais c'est aussi la responsabilité des États de créer les cadres légaux qui forcent certaines trajectoires. Parce que les entreprises, forcément, leur principale partie prenante, c'est leurs actionnaires. C'est pas le bien commun ni l'intérêt commun. Fin de l'échauffement. Maintenant, on va commencer à passer sur le plus dur. On va parler des leviers d'action.
On va parler D'accord. d'efficacité. Mmh. Dans un monde aujourd'hui où on a la plupart des gens qui regardent avec envie la pub du nouvel SUV qui vient de sortir, Mmh. dans un monde où on a, par exemple en France, un président qui arrive à nous dire Make France Great Again et l'inverse complet le lendemain, Mmh. dans un monde où on a bien compris tous les enjeux écologiques, mais qu'on n'arrive pas à les mettre en place, est-ce Mmh. que tu peux nous partager ton opinion sur l'efficacité globale des actions menées aujourd'hui? C'est-à-dire en gros un peu tout. C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression de voir, toi, de ton côté, une efficacité sur tout ce qui peut être fait aujourd'hui? C'est ton D'accord. action à toi, mais aussi l'action de tous les gens qui ont envie de se lancer pour justement avoir de l'impact. Alors, bah, des actions, il y en a plein. Tu vas avoir l'État qui agit. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui sont faites, largement, insuffisantes. Par exemple, pour aller sur un point très, très précis et pratique, Renovate, c'est financé par, un accord, franco-allemand. Sans la décision, de l'État français, et du ministre de l'économie français, il n'y aurait pas eu de Renovate. Donc Renovate, ça Est-ce que permet tu de peux oui, rapidement nous parler de Renovate justement? oui, oui, je vais en parler. Alors Renovate, c'est un consortium qui a été, monté, il y a environ 2 ans et débuté il y a à peu près 1 an avec, une dizaine d'acteurs portés par Léonard, qui est la plateforme d'innovation de Vinci, et l'objectif est de créer une plateforme en ligne de vente de logiciels et de données visant à accélérer, améliorer la rénovation de bâtiments et de routes. Et pour ça, les 3 premiers logiciels sont en cours de développement dans le consortium. Donc, c'est des logiciels qui intègrent l'intelligence artificielle pour à plusieurs niveaux. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a besoin de rénover. C'est une idée partagée par tous. On a besoin de rénover les infrastructures en France et plus largement en Europe. On a plein de contraintes, peu de moyens de financement, peu de main-d'œuvre, ou en tout cas pas assez. Et la technologie apparaît comme un levier qui peut aider à aller un petit peu plus vite. Ça va pas tout résoudre, mais en tout cas, ça peut aider à aller plus vite et à mieux faire. Et donc, c'est ça l'objectif de Renovate. Et du coup, je disais, il y a des financements publics qui financent ce genre de projet. Donc, heu, ils existent parce que quelqu'un, politiquement, a décidé qu'il fallait, subventionner des projets qui sont orientés vers le développement durable, et ici plutôt vers, le social et l'environnement. Par exemple, une autre offre qu'on a créée qui est orientée vers, la mise en place de politiques environnementales et réduction de l'impact environnemental des établissements hôteliers. Là encore, c'est des subventions qui viennent de l'ADEME, qui permettent de mobiliser certains hôtels. Certains n'ont pas besoin de subventions, mais d'autres sont mobilisés grâce à ça. Donc il y a un vrai rôle de l'État dans la transition. Après, il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites, des investissements plus massifs dans la recherche, l'interdiction de certains pesticides, la promotion du bio. Il pourrait y avoir plein de choses qui pourraient être faites, les circuits courts, par exemple des taxes aux frontières pour éviter de d'importer certains aliments ou vêtements, ou etc., que sais-je. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y en a déjà certaines qui sont faites, mais il faut aller plus loin. Là, juste pour parler de l'État. Après, il y a les associations, celles qui sont les plus présentes, comme Greenpeace, et cetera. C'est très important que ce genre d'associations existent et agissent, et je pense que ça aide à prendre conscience. Ça met en évidence plein de phénomènes. Il y a les journalistes aussi qui sont importants. Par exemple, je pense au dernier reportage sur, Icop,
Ouganda, si les journalistes n'étaient pas là, qui irait sur place? Je sais qu'il y a la commission, quelques éléments de la Commission européenne ou du Parlement européen, je ne sais plus, qui sont allés sur place, mais on n'en a même pas entendu parler. Par contre, Élise Lucet fait un cache investigation là-dessus et tout le monde entend parler. Donc les journalistes ont ainsi un rôle et ça permet de mettre en évidence des choses qui existent. Et les entrepreneurs, évidemment, j'espère que nés de plus en plus comme nous, et avant nous, il y en avait déjà plein qui sont engagés dans la création d'entreprises qui ont pour mission autre chose que créer du profit. Donc ça, c'est aussi assez nouveau. L'entreprise à mission n'existe que depuis 2019. Mais en tout cas, il y a plein de leviers pour agir et il y a plein de bonnes choses qui sont faites. Après, il faut complètement aller plus loin parce que là, on est très très loin des objectifs des accords de Paris. On est loin de nous inspirer du rapport du GIEC pour agir. Donc, il faut aller plus loin. Mais il y a plein de choses qui sont faites. C'est justement là que je voulais t'amener. Est-ce que t'as pas l'impression justement qu'on est encore une fois sur des constats, que ça fait des années, des années, des années qu'on fait des constats. Les premiers rapports du GIEC, c'était quand même pas en 2000, hein, c'était bien avant. Entends? Ouais. Est-ce que t'as pas le sentiment que on n'arrive pas à aller au-delà du constat? Peut-être parce que, tu sais, quand tu regardes les gens autour de toi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la prévention? Ou tu vois plutôt des gens qui sont dans le curatif? Je Moi, te je vois des renvoie la gens qui font, question. ouais, je vois des, pour le coup, moi, je vois des gens qui font leur vie, Qui font leur vie. sans se préoccuper forcément de savoir ce qui va se passer demain. Voilà. Du coup, ça répond un petit peu aussi à ta question. C'est que on vit le jour et on regarde, on fait pas beaucoup de projections. Personne n'est en train de penser ce qui va se passer en 2030. Si, il y en a plein. Les jeunes, ils sont quand même, je pense, de plus en plus sensibles. On voit les discours des écoles d'ingénieurs, même d'autres écoles. Je vois que dans des grandes écoles avec que je suis en contact avec des chercheurs avec qui je suis en contact dans les sciences de gestion, l'économie, etc. On intègre de plus en plus ces sujets dans les cursus, dans des très grandes écoles, à HEC, à l'ESCP Europe, etc. Ça, c'est il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé. Aujourd'hui, ça rentre vraiment dedans. Donc ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. Euh, Par contre, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et comme je disais, comme la plupart des gens, ils sont quand même dans le curatif, c'est quand je me fais mal, je prends un Doliprane, je me soigne, etc. Mais on n'anticipe pas tout le temps les conséquences de ce qu'on fait. On n'est pas dans le préventif. Même regarde comment fonctionne l'assurance maladie en France. Il y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont allouées au préventif. Généralement, c'est si on a mal, on va à l'hôpital ou on va chez le médecin, on prend des médicaments et on se soigne. Mais bien manger, faire du sport, etc., c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, je pense que c'est aussi peut-être une façon dont la société a choisi de s'organiser, qui est on verra. Si ça se passe mal, on verra. Et là, peut-être qu'il faut que ça se passe mal pour que la grande masse voit, qu'ils se disent, ah oui, d'accord, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter? Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière après. Même aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière, c'est déjà foutu de toute façon. Mais en tout cas, il va falloir s'adapter. Et la question, c'est juste s'adapter à quoi? À quel niveau? Est-ce que c'est s'adapter à 2 degrés et demi ou est-ce que c'est s'adapter à 5? Et les conséquences, c'est pas les mêmes. 50 canicules ou 10 canicules, c'est pas pareil par an. Et justement, enfin, ces gens qui ne sont pas forcément capables de faire du préventif, qui ne Je voient pas. généralise, hein, j'aime pas beaucoup Oui, généraliser, mais quand même, c'est un mouvement de société quand même assez visible, quoi. mais comment on fait quand les impacts, bon, aujourd'hui, on les voit de plus en plus visibles et pourtant on voit qu'il y a quand même une certaine paralysie de l'opinion publique toujours. Comment on fait pour convaincre des gens?
D'accord. Bah, je pense tu as plusieurs niveaux d'analyse, hein. Tu as toujours, depuis le départ, je parle de vraiment micro, macro. Après, entre les deux, tu as des niveaux d'analyse plutôt méso. Là, je dirais que c'est les entreprises. Le macro, c'est les États, c'est tout ce qui peut s'appliquer à une société entière. Et le micro, c'est nous, au niveau individuel, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, déjà, si on part de l'entrepreneuriat, c'est un peu le thème de la soirée. Regarde Renovate. Si le projet fonctionne, et c'est aussi un peu pour ça qu'il a été sélectionné par le jury à la DGE, c'est que s'il fonctionne, il a un impact énorme parce que on va réussir à gagner quelques centièmes de pourcentage sur des budgets de milliards quand on fait des rénovations. Donc ça va permettre de rénover plus souvent. Donc on a choisi d'aller sur des sujets qui avant étaient par exemple pris en compte par le politique parce que comme disait Friedman, hein, c'est Milton Friedman, économiste américain très connu, plutôt libéral. Il disait la responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire des profits. Donc aujourd'hui, on a décidé que la responsabilité sociale des entreprises, c'est de faire autre chose que du profit. Donc nous, on a décidé de s'engager sur des sujets qui avant étaient donnés généralement aux politiques ou aux philanthropes ou aux mécénats. Ça, c'est déjà une façon de mobiliser. Après, je peux te donner aussi un exemple qui est plus terre à terre que Renovate, qui est un projet quand même sur 3 ans. Il y a de la recherche et développement. C'est incertain parce que c'est nouveau. Sur ce qu'on fait avec les hôtels, et ça, je parle de ces deux projets parce que c'est quand même les deux plus gros projets qu'on a. On a, et hier je faisais le calcul, plus de 40 hôtels, c'est 1500 chambres. C'est l'ensemble de ces hôtels, c'est des boutiques hôtels. 1500 chambres où on va viser à peu près une réduction entre 15 et 20 de la consommation d'eau, d'énergie et la production de déchets. T'imagines, en même pas un an de Swarm Initiative, on arrive déjà à avoir cet impact-là, juste au niveau de l'hôtellerie parisienne. Je pense que c'est quand même pas mal. Et en fait, quand tu dis qu'il y a toutes ces chambres-là, c'est des personnes qui passent par là, qui auront certaines, j'espère, un petit pourcentage de clients qui vont être sensibilisés. C'est tout un ensemble de salariés qui va agir de façon complètement différente, avec des nouveaux process, avec des nouvelles préoccupations. C'est ces préoccupations qu'ils emmènent à la maison. C'est aussi des directeurs, des dirigeants, parfois des gens très riches qui se disent: «Ah oui, c'est une bonne opportunité en termes business», mais qui derrière commencent aussi à être sensibilisés et se dire: «Ah oui, quand même, c'est ça l'impact que j'avais moi dans mon hôtel. C'est ces quantités-là de déchets que je produisais tous les ans, c'est tous ces kilowattheures que je consommais». Il y a une certaine prise de conscience qui est faite, mais c'est en faisant que la prise de conscience arrive. Juste en parlant, oui, ça peut se faire, mais en faisant des vrais projets, je pense que les entrepreneurs, ils ont un vrai rôle, à jouer parce que ça peut créer de la contagion, quoi. Ça peut créer, une épidémie, mais positive, et c'est ça que qu'on cherche à faire en tant qu'entrepreneur. Après, au niveau individuel, on peut sensibiliser, on peut informer, on peut faire de la pédagogie auprès d'amis et cetera. Mais des retours que j'ai généralement, on a l'air plutôt chiant qu'autre chose quand on essaye d'inciter les autres, à faire ci ou à faire ça. Ça, je ne sais pas si ça passe, vraiment. Bon, après il y a l'école, il y a la formation, il y a toutes les campagnes qu'on pourrait faire, à la télé par exemple, on a bien, vu ça pour le covid. Le ministère de la santé faisait plein de campagnes. J'ai jamais vu de vraies campagnes pour favoriser les éco-gestes, à la maison, dans la rue et cetera. Ça, c'est dommage. Donc ça viendra avec l'opinion publique, qui deviendra de plus en plus sensible et qui pèsera sur le politique, pour qu'ils sentent qu'ils ont une meilleure image auprès de l'opinion publique. Mais ça, je crois que c'est Jean Covici qui disait que, bah, le politique, de toute façon, il bouge pas tant que l'opinion publique, lui pèse pas dessus. Donc, entre autres, je me souviens plus exactement ce qu'il disait, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc voilà. Dans tout son parcours,
Est-ce que tu as vu, alors, sur à la fois sur l'impact global que peuvent avoir les gens qui s'engagent, mais aussi sur ton impact à toi, sur ton engagement à Mmh. toi, est-ce que tu as vu ou noté des blocages? Et si oui, lesquels? Bah, aujourd'hui, pas grand-chose. Après, alors, ce qui peut bloquer mon action, c'est par exemple, si tu es dans on a une entreprise. Là, on est 4 salariés, on sera 6, 7 dans 2 mois. Si je m'engage dans quelque chose qui ne me permet pas de payer les salaires, là, ça me bloque. Donc il y a toujours une équation économique, dans ce qu'on fait. Comme on n'est pas une association, on est une entreprise, on ne peut pas se permettre, de rentrer dans des sujets ou exclusivement dans des sujets, qui, donnent des résultats incertains. Donc on doit avoir un vrai équilibre, bah, comme le développement durable, économique, social, environnemental. On doit avoir un vrai équilibre, là-dessus pour que, l'activité soit durable. Donc la seule chose qui pourrait me bloquer, c'est de, ne rentrer que dans des projets, qui soient risqués et à la fin courir le risque de ne pas pouvoir payer mes salariés. Ça me poserait vraiment un gros problème. Donc Pour le si jamais en reste, fait il ouais, y a rien qui me bloque. Je OK. c'est tant que l'équation économique me permet de payer tout le monde, je me lance, sur les sujets les plus fous. D'un côté, des sujets moins risqués, de l'autre côté, on peut aller sur les sujets les plus risqués, mais tant que vraiment que je vois de la valeur, moi et Quentin évidemment, parce qu'on prend des décisions ensemble et même, nos salariés, ils ont aussi un mot à dire. Mais, en tout cas, on peut aller sur tout, tant que la survie de l'entreprise, elle est pas mise en cause. Est-ce que tu vois d'autres limites que les limites économiques à ta façon de t'engager à l'entrepreneuriat? Non, non. Sincèrement, si j'avais le revenu universel, je me poserais même pas la question, hein, et on ferait autrement. Ah là, on pourrait passer 1 heure là-dessus. Bah, oui. Non, mais c'est ça, hein, en fait, il faut que tu manges, il faut que tu donnes à manger aux autres parce qu'il faut que tu payes, des salaires, c'est des familles qui dépendent de toi. Donc là, la question économique est essentielle. Si tu mets un revenu universel, là, tu changes de société. Tu as plus la contrainte, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête, et qui va limiter, tes actions. Parce que l'économie, ça limite tes actions, évidemment. Et donc, j'aimerais bien justement un petit peu, enfin, développer sur ce sujet du revenu universel. Ça me semble super intéressant. Euh, enfin, pour le coup, explique-moi, Mmh. avec le revenu universel, si on est dans un monde un peu utopique, le revenu universel est accordé. Selon toi, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je j'ai pas fait de calcul sur la viabilité, de la chose, donc je Non, je sais pas te dire tout de suite. On imagine juste qu'il existe. c'est une utopie, Sans il existe. Voilà, il existe, bah, les gens, ils n'auront plus la contrainte de devoir gagner leur vie pour manger. Donc ça change tout. C'est un gros risque, en fait, je pense, pour le capitalisme en soi, que le revenu, universel existe. Parce que D'accord. tu ne peux plus mettre les gens, au travail sur des trucs qui ne font pas sens pour eux, en les traitant n'importe comment. Ça c'est un vrai changement de société, je pense. À partir du moment Donc, que tu peux manger, tu as une grosse contrainte qui est partie et tu peux te tu là, tu deviens beaucoup plus libre. est-ce que selon toi, du coup, c'est cette contrainte-là, la Manger, contrainte loger, hein, économique, manger, loger, il faut bien manger con- voilà, dormir quelque la part. on va l'appeler la Oui, contrainte économique du foyer. Est-ce que oui. c'est ça qui fait que aujourd'hui des gens ont envie de s'engager, enfin, qui se rendent bien compte que leurs enfants vont potentiellement vivre dans un, ou leurs petits-enfants vont potentiellement vivre dans un monde qui ne sera pas celui que eux ont connu, qu'ils ont envie de s'engager, mais il y a une contrainte qui pèse. Il y a quelque chose qui les empêche de prendre l'action. Est-ce que tu dirais que c'est la contrainte économique, du coup, cette contrainte économique Alors, du foyer? bah, déjà, il faut qu'ils aient envie parce qu'il y a plein de gens, ils s'en foutent complètement, hein. Tu aussi, bah, il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui s'en foutent pas, mais qui ont des opinions, contraires. Bah, on parle vraiment d'opinion, on parle pas de savoir ni de connaissance parce que bon, la science quand même, elle est assez d'accord
Sur les faits, par contre, il y a des gens qui pensent différemment, mais c'est juste leur pensée, quoi. Ils se sont créés des opinions. Mais il y en a d'autres qui s'en foutent du sujet. Mais pour ceux qui s'en foutent pas, je pense qu'il y en a plein qui aimeraient faire et qui peuvent pas se permettre de le faire. C'est un luxe de s'engager. Je pense que c'est un luxe, c'est pas donné à tout le monde. Ou sinon, il y a des gens vraiment, courageux qui y vont, mais ça, c'est une petite minorité. Et donc du coup, pour toi, ouais, pour toi, le revenu universel, ce serait potentiellement quelque chose qui permettrait de pousser les gens à s'engager plus pour un monde plus en accord avec les ODD. Ah oui, oui, clairement, clairement, clairement. Bah, quelle autre contrainte tu as que manger et te loger? Quelle est l'autre contrainte qui peut peser sur quelqu'un qui est vraiment engagé? Sauf qu'il est au SMIC et il se dit, bon, bah, si je me lance là-dedans, j'ai envie de créer une entreprise, mais déjà, est-ce qu'il a les compétences aussi? Bah, il y a la question des compétences, évidemment. Mais bon, c'est, je pense, une question secondaire parce qu'il y a plein de gens qui créent des entreprises, au bout d'un an, elle est fermée parce qu'ils n'ont pas les compétences pour. Mais ça les a pas empêchés de créer une entreprise. Mais pourtant, je pense que vraiment la, la sécurité financière, elle est importante. Financière qui mène à la sécurité alimentaire, logement, etc. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, elle a plein de défauts, mais c'est vrai que quand même la base, je pense que la plupart des gens sont d'accord. À part les moines tibétains qui peuvent rester des jours et des jours sans manger, il y a pas grand monde qui est capable de rester des jours sans manger ou qui peut vivre dans la rue. Ça, c'est compliqué. Alors après, enfin, il y a manger en effet, mais il y a aussi vouloir le dernier iPhone qui vient de sortir et qui coûte une fois et demie ton salaire. Là, on parle de personnes engagées. Tu vois, la personne engagée, je pense qu'elle a autre chose à faire qu'acheter le dernier iPhone à 1200 ou 300, j'en sais rien, je sais pas combien ça coûte. Mais on parle de personnes qui auraient envie de le faire et qui ont peut-être peur de le faire ou qui trouvent qu'ils n'ont pas les conditions pour. Et tu penses pas qu'il y a un intermédiaire, qu'il y a des gens qui sont convaincus, qui savent qu'en effet il y a des enjeux, mais Oui. qui restent quand même empêtrés dans une société, dans la société de consommation, qui leur Ah donne oui, oui, envie à des nouveaux clairement. Si, produits, si, qui leur si, donne si. envie. Ah si, si, mais tu as complètement raison. Là, c'est encore un autre profil, c'est un autre persona. Heu, là, oui, oui, j'ai je connais des personnes comme ça autour de moi qui sont complètement, d'accord, sur, tous les constats, mais qui, se permettent d'aller aux États-Unis, pour 4 5 jours et revenir parce qu'ils sont allés voir je sais pas qui. C'est même pas du travail, c'est même pas une contrainte. Donc ça, je le vois, oui, oui. Et ça, je sais pas t'expliquer. Ok. Ça, je pense que c'est de la bêtise. Et la bêtise, tu sais, l'homme, il est ça, c'est une idée qu'on a créée, que l'homme est rationnel, mais l'homme est très, très loin d'être rationnel. Et il y a tellement d'irrationalité dans ce qu'on fait, et pour être rationnel, souvent, bon, il faut avoir les bons outils pour, mais il y en a certains, ils ont les outils, mais ils choisissent de ne pas les utiliser. Et ils disent: «Bon, bah, après moi, la fin du monde», comme disait quelqu'un que je connais. Heu, c'est l'individualisme aussi. Il y a cette question, ça c'est lié à plein de choses, irrationalité, individualisme. Peut-être il y en a certains, ils se disent: «Bon, bah, foutu pour foutu, j'en profite». Ça, je pense, c'est trop complexe. Je pourrais pas donner une réponse. Je sais pas pourquoi les gens agissent pas plus, ou en tout cas ceux qui voudraient le faire, mais qui sont en dissonance cognitive. Je sais pas. Il faudrait que j'étudie plus ce sujet. Ok, bon, je vais arrêter de te torturer sur ce Non, non, sujet-là. t'inquiète, hein, c'est super intéressant, hein. Sauf que quand j'ai pas les réponses, je vais pas me mettre, bon, je pense que des fois je parle trop déjà, mais mais je vais pas me mettre à donner des réponses, très approximatives, alors que je connais pas vraiment le sujet. Avec du recul, maintenant que tu as lancé The Swarm Initiative, maintenant que tu as bon, que vous commencez à avoir en effet une certaine, commencer à être rodé entre guillemets, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Non, non, non. En fait, tu peux toujours faire différemment, mais quand tu dois faire des choix, tu les fais, quoi. Et aujourd'hui, je ferais si j'ai la même situation en face de moi, j'ai appris. Et comme j'ai appris, je peux faire différemment. Maintenant, revenir en arrière et remettre en question ce qui a été fait, non, j'accepte,
j'apprends et la prochaine fois, je fais mieux. On va pouvoir passer à la conclusion de notre interview Ah, parce très que ça bien. fait bientôt, ça va Eh oui, faire une petite heure, une petite ouais, une heure. petite heure qu'on est ensemble quand même. Et ouais, non, c'était très agréable. Tant mieux. Pour le coup, pour nous aussi. Vous pourrez le dire dans les commentaires. Quel conseil tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans The Swarm Initiative? Euh, Alors, quel conseil j'aurais aimé avoir? Là, c'est une bonne question. Ça tombe bien. Une bonne question. Non, non, très très bonne question. Alors, bah, il va falloir que je réfléchisse, hein. Eh ben, dans ces cas-là, je te laisse réfléchir en fond d'écran et je te Je- pose la deuxième. ouais, ouais. Je sais quel conseil je donnerais à quelqu'un qui rentre dans le même cas que moi, mais maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu me dire? Euh, je sais pas, je sais pas te dire. Eh ben, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un outil qui aujourd'hui facilite ton action? Un outil qui facilite mon action. Outil numérique, une balle de stress. Non, moi, tu sais, je suis pas, bah, je contribue au développement d'outils, mais il n'y a aucun outil qui pour moi est la panacée. Parce que moi, je vois vraiment les situations qu'on vit comme un ensemble d'outils humains, d'interactions, etc. Et je donne beaucoup plus d'importance aux relations humaines qu'aux outils. S'il y a un outil qui me permet de mieux faire, bah, c'est la possibilité d'avoir des visios, par exemple. Vu que dans les premiers mois ou la première année de Swarm Initiative, on n'a pas eu de bureau et que l'équipe s'agrandit petit à petit, c'est vraiment important d'avoir la possibilité aujourd'hui de faire des visios. Mais ça, c'est assez trivial, tout le monde le sait. C'est un outil qui est commun, mais c'est vrai que sans ça, ce serait difficile de monter une société sans bureau, t'imagines? Sauf que si nous, on devait payer des bureaux dès avril 2022, on serait bien dans la merde, en fait. Donc, le fait de pouvoir faire tout ça, créer une entreprise presque à distance, ça, c'est bien. Bah, Quentin avait déjà bien travaillé à distance dans les projets qu'il a fait. Moi, j'ai passé des années à faire des projets à distance avec tous les pays du monde et ça me posait aucun problème. Mais en tout cas, c'est un vrai outil qui permet de rester connecté, qui permet pendant les jours qu'on ne se voit pas avec les collègues, bah, de travailler à distance. Et d'ailleurs, Renovate est dans ce cas-là aussi, parce qu'il y a des équipes en Allemagne, il y a des équipes à Bordeaux, il y a des équipes à Mayotte, il y a des équipes à La Réunion. Et sans ça, comment on ferait? Bah, il n'y aurait pas ce genre de projet. Donc là, pour le coup, la technologie rapproche vraiment les gens avec tout le mauvais que ça peut avoir. Bah, ça a beaucoup de bon. Et ça rapproche et ça permet de créer plein de choses avec des gens qui ne sont pas forcément à côté. Et ça évite de prendre l'avion très souvent. Donc là, pour le coup, on l'a toujours pas pris dans le cadre de Swarm Initiative ni de Renovate, ce qui est bien, et certainement grâce aussi, pour le coup, au digital. Donc je ne vais pas faire la gloire du digital ni une éloge au digital, mais pour le coup, ça nous arrange bien. Actuellement, tu as certainement une personne qui est dans son bullshit job, qui te regarde et qui te dit Il y en a plein. qu'il aimerait bien se lancer. Qu'est-ce que Ouais. tu lui dis à cette personne? Je sais pas comment. En portugais, je sais comment on le dit. En français, je sais pas. Mais Jésus, il disait, lève-toi et marche. En tout cas, c'est la traduction littérale. Et voilà, lève-toi et marche, quoi. C'est jette-toi à l'eau et fais ce que tu as à faire. Parce que sincèrement, quand on est cadre, quand on a développé toutes les compétences qu'on a développées jusqu'ici, on sait s'en sortir dans des situations compliquées. Donc, prendre des risques, c'est des choses que normalement on sait faire. Et à la place de rester dans son bullshit job en malheureux en attendant que ça se passe, autant se dire bon bah je me lance. Si ça se passe pas bien, je reviens à mon bullshit job et après je repars dès que c'est possible. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui sortent du bullshit job, ils retournent jamais, mais
On sait jamais, c'est toujours un matelas de sécurité, mais en tout cas, voilà quoi, fonce. Mais il y en a plein que j'ai essayé de convaincre. Ce qui est drôle, c'est que plein de gens autour, tu essaies de les convaincre et non, ils sont bien parce qu'ils ont leur salaire, ils ont pas envie de prendre de risques, ils ont pris leur crédit à Paris, en plus l'immobilier à Paris, il est cher. Donc tu comprends bien que je vais pas laisser mon job pour risquer de perdre mon appart. Donc ça, c'est compliqué, hein, et c'est des vrais sujets. Mais bon, ça dépend des profils aussi, mais bon, c'est, j'ai presque envie d'être vulgaire, mais bon, lancez-vous, quoi. Pedro Gomez Lopez, merci.